bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cet atelier Jeunes Marines qui sera rediffusé sur YouTube dans quelques temps. D'ailleurs, je vous incite à vous abonner à la chaîne et à ne pas oublier les notifications. Alors aujourd'hui, nous allons parler innovation, innovation maritime. Alors évidemment, dans le maritime, on parle décarbonation, nouvelles énergies, gestion des déchets, recyclage, et il est impossible de faire différemment en faisant comme avant. Pour cela, il nous est indispensable de revoir nos manières de faire, d'appréhender les solutions et en somme d'innover pour construire le modèle plus vertueux nécessaire et réglementaire de demain. Parler innovation n'est pas si évident. Il ne s'agit pas juste de lancer une idée et de dire « elle est bonne ». Il faut l'imaginer, réfléchir à sa mise en œuvre, la réaliser et la vendre. Nous accueillons aujourd'hui pour cet atelier 4 personnalités du maritime qui ont transformé leurs idées en réalité. Alors, on va parler avec Antonio D'Artagnan pour Rio Instruments. Alors, Antonio est directeur général d'Instruments et Contrôle, la maison mère de la société Rio Instruments. Il a 30 belles années de carrière dans les appareils de mesure, l'instrumentation, tant industrielle, oil and gas et maritime. Nous accueillons également Jean-François Douard, fondateur de Damsia et un ancien marin de formation marine marchande de C2NM de Saint-Malo en 93. De matelot à la pêche au plus gros navire français chez LDA, Jean-François pose son sac à terre en 2017 pour créer sa belle société, Damsia, entreprise qui souhaite révolutionner le traitement des eaux mazouteuses. Ludovic Gérard, qu'on ne présente quasiment plus, président de Knutsen LNG et de Alwena Shipping. Ludovic a mené une carrière guidée par un fil rouge, l'innovation au service de la conception des navires et de leur gestion. Alors en charge des constructions neuves, puis de toute la flotte en propriété chez CMA-CGM de 1997 à 2018, et notamment avec les navires à propulsion GNL, dont les études avaient commencé en 2010. Donc un vrai pionnier de la décarbonation. En 2018, il crée sa société de conseil. Il poursuit les projets innovants avec les partenaires prestigieux tels que VPLP Design, GTT ou encore S-Dari en Chine. Il aura aussi accompagné comme directeur général la startup Aero, qu'on a vu hier sur le projet Canopé, de 2020 à 2022, la structurant pour produire des ailes du Canopé, justement, et menant à bien une levée de fonds en 2021 et remportant une subvention européenne. Et pour finir, on a évoqué déjà un petit bout Simon Vatin, qui est directeur général et responsable de l'équipe maritime de VPL Design. Alors, Simon est ingénieur diplômé de l'école polytechnique et d'architecture navale de l'ENSTA de Paris et s'est spécialisé dans la prédiction de performance des voiliers de course, puis chef de l'équipe design du challenge Artemis Racing pour la 35e America's Cup, concevant les catamarans à foil AC50. Il utilise désormais son expérience de la course axée sur la performance des voiliers pour coordonner les efforts des équipes dans la conception des navires commerciaux modernes et efficaces. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors nous allons commencer ce premier tour de table avec Ludovic Gérard. Rebonjour Ludovic. Alors quand on parle innovation dans le maritime, on pense à des inventions en particulier, mais aussi à des personnes. L'innovation est dans votre cas plus qu'une activité professionnelle, c'est une seconde peau. Des débuts dans les rangs de CMA-CGM pour aujourd'hui suivre et développer les entités totalement différentes en apparence, mais avec un point commun, le développement de la filière. Pouvez-vous nous partager votre appétence et vos secrets ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Émeric pour cette invitation. Très content d'être là aujourd'hui avec vous. L'innovation, c'est d'abord une passion, je pense. On fait tous des métiers, où, en particulier dans le maritime, où nous sommes des passionnés, donc il faut le vivre, il faut l'aimer et le vivre au jour le jour. Alors, après ce petit préambule, la question se pose souvent de innover, mais pourquoi faire ? Au service de quoi ?
Parce que la meilleure idée, la meilleure innovation peut être très bien sur le papier, très satisfaisante intellectuellement ou techniquement, mais si elle n'a pas de débouché, d'application, elle restera dans un placard. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu de cesse de garder à l'esprit dans ma carrière, jusqu'à présent et toujours aujourd'hui, c'est de se dire quelle va être l'application et comment on va la présenter au marché. Alors j'ai eu la chance pendant les 20 années où j'étais chez CMA-CGM d'avoir aussi la confiance du management de l'entreprise qui aussi a cru et croit toujours en l'innovation et donc nous a laissé le champ libre avec mes équipes pour innover sur les porte-conteneurs bien sûr, que ce soit pour la propulsion au GNL qui est un carburant de transition aujourd'hui qui présente de nombreux avantages notamment en termes d'émissions de CO2 avec une réduction et c'est la seule solution à l'échelle industrielle qui fonctionne mais il n'y avait pas que ça, on a aussi innové en transformant des navires, on a jumboisé des navires, on a modifié des navires, tout ça pour prolonger leur durée de vie, leur rendre une vie économique et environnementale plus longue et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Depuis un peu plus de 5 ans maintenant que je travaille avec mon entreprise de conseil, on travaille aussi avec des différents partenaires que tu as cités, Émeric, sur des projets qui sont toujours dans la même veine. C'est comment prolonger la durée de vie des bateaux, comment les rendre plus attractifs. On se dit aujourd'hui un cargo, ça a une durée de vie en général de 25, peut-être 30 ans. Peut-être qu'à mi-vie, quand on conçoit les navires aujourd'hui et ceux qu'on conçoit demain, et c'est le cas par exemple du navire porte-conteneur avec des ailes qu'on avait imaginé avec VPLP, qui a aussi reçu une AIP du Bureau Veritas. C'est un bateau qu'on a conçu dès le début en se disant, à mi-vie, on ne sait pas quel sera le carburant dans 15 ans sur les navires qui sera disponible. Donc on prévoit le navire en intégrant d'entrée qu'à 15 ans ou à 10 ans de sa vie, on pourra changer sa propulsion, changer sa partie énergétique qui produit de l'électricité à bord. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Il faut regarder, être ouvert. Une veille technologique, c'est quelque chose aussi d'important, voir ce qui se fait sur le marché, mais toujours en essayant de trouver une application directe, et ça, c'est quelque chose, des débouchés. Merci beaucoup Ludovic. Donc effectivement, besoin d'innover, besoin de nouvelles énergies et besoin de les connaître. Parce que demain, on ne sait pas avec quoi on va naviguer. En tout cas de manière pérenne. On a vu hier peut-être une transition avec le Vélic qu'on a vu avec Canopée Aéro. VPLP était un petit peu de la partie. Bonjour Simon. VPLP est donc une agence de design dont l'histoire débute en 83 avec l'apogée marine marchande est illustrée par Canopée. Tout à fait. Mais aussi, comme nous a été permis de voir sur votre stand, des navires à hydrogène et peut-être avec d'autres énergies. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça ? Eh bien, tout d'abord, merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Effectivement, on a l'innovation un peu en ADN, puisqu'on vient d'abord de la course au large, pour lequel chaque nouveau navire est un prototype où on va essayer de repousser un petit peu plus loin ce qu'on a fait sur la génération précédente, puisque si on ne fait pas ça, on perd. Donc c'est un chemin assez obligé. On utilise complètement cette culture d'innovation pour proposer des navires en fait. Pourquoi on le fait ? Parce que un navire, c'est avant tout c'est répondre je vais vous faire un petit peu une vision d'architecte, mais on fait un navire pour répondre à un besoin, pour répondre à un usage. Aujourd'hui, la partie sobriété énergétique, efficacité, réduction des émissions est absolument nécessaire, rentre dans l'usage et on conçoit des navires maintenant différemment autour de ce critère de performance là qui, et on ne peut que s'en réjouir, devient prépondérant. Donc une fois que ça est posé, quelles sont les solutions techniques qu'on peut mettre en application. Nous, on est convaincus, et c'est pas qu'une question de foi, c'est aussi une question d'expérience, de chiffres et de réelles, on va dire, études, que le Vélic va être le pilier central de cette décarbonation pour les navires pour lesquels c'est techniquement possible aujourd'hui. On pense aux navires pour lesquels ça va être techniquement possible demain, mais pour nous, c'est un peu le pilier de réduction d'émissions pour la propulsion la plus significative. Donc
pour des navires rouliers, pour du porte-conteneurs, par exemple, du léger en fait. Navire roulier, navire porte-conteneurs, navire à passagers. Aujourd'hui, on a effectivement une limite un petit peu de taille de navire. Donc on commence par le bas et on monte en taille. Aujourd'hui, Canopée, c'est 120 mètres, c'est un navire de 120 mètres. Il y a des navires de 140 mètres propulsés, c'est significativement à la voile qui vont sortir par nos confrères. On remonte un petit peu la chaîne. Autour de cette assistance vélique et de cette propulsion, en complément, on a effectivement de travail sur des carburants moins polluants que peuvent être l'hydrogène, l'méthanol ou l'ammoniac, peut-être à plus long terme. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors hier, on a vu un petit peu qu'on pouvait quantifier ces réductions. Maintenant, on a aussi besoin d'innovation pour avoir des certitudes par rapport à tout ça. Bonjour Antonio. Alors, donc les grandes lignes effectivement se dressent, oui. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir vraiment les quantifier, oui. ces économies, et pas juste en disant on a fait un plein de moins que d'habitude. Ce qui est déjà pas mal. Alors l'industrie des équipements dédiés aux navires est en pleine effervescence, oui. Notamment à l'image de Rio Instruments, qui propose un capteur optique inédit, permettant d'adapter au mieux les aides propulsives et même de quantifier les économies en temps réel. Alors pouvez-vous nous présenter cette approche et puis votre capteur ? Merci de cette invitation. Bonjour à tous. Bel auditoire. On a la pression. Alors effectivement, Rio Instruments est une société qui historiquement était dans l'ouest de la France et puis qui depuis quelques années se déploie à travers, je dirais, la conviction qu'on a nous aussi que le marché du maritime a besoin d'innovation, a besoin effectivement pour le coup de mesures dans l'objectif principal de la décarbonation. Et on part de loin. Dans cet objectif-là, effectivement, nous avons à travers un fabricant avec lequel nous travaillons historiquement depuis des années, la société VAF, avec laquelle nous sommes co-exposants, un capteur un petit peu innovant, puisqu'il s'agit d'un appareil de mesure qui permet d'aller mesurer la poussée et la propulsion de l'hélice, vraiment, en s'affranchissant du type de carburant, innovant ou pas. Et je dirais jusqu'à hier sur des carènes classiques. Aujourd'hui et demain, on porte nous aussi la conviction que l'hybridation vélique sera l'un des moteurs principaux de la décarbonation. Dans ce cadre-là, l'innovation qu'on propose à travers ce capteur, c'est d'aller mesurer quelque part la réduction de la poussée classique, on va dire, du moteur. Là encore, quelle que soit effectivement la manière dont on utilise un carburant classique ou innovant et alternatif, par le fait que, étant capable de mesurer la poussée de l'hélice, on est capable, quelque part, d'aller mesurer l'économie de poussée à travers le fait que, je dirais, à vitesse évidemment similaire, quelque part, le capteur mesure l'économie engendrée par l'apport de poussée sur le vélique. Voilà. Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? Classiquement, on utilise des capteurs dans le métier qui sont des capteurs de puissance, ce qu'on appelle des torque-metteurs. Classiquement, nous avons ça à travers Rio Instruments et notre partenaire VAF depuis des années. Cependant, cette technologie-là, historique, basée sur des mesures de jauge de contrainte, on va dire, avait un palier d'imprécision quelque part. Donc l'idée, c'était de dire comment on augmente la précision d'abord d'un torque-metteur, voire même comment, à travers un saut technologique et un capteur différent, on arrive à aller mesurer, j'ose pas dire le Graal, mais quelque part, vraiment la poussée effective à l'hélice. Voilà. Ce saut a été fait il y a environ une dizaine d'années avec un capteur qui aujourd'hui fonctionne, je dirais, depuis
6-8 ans et était plutôt orienté sur les activités, je dirais, non pas, d'économie et d'efficience de la poussée du bateau, de l'énergie au sens large. Ça, c'était classiquement utilisé, je dirais, pour l'étape d'après. Ok, alors ce capteur optique, comment avec un capteur optique, on arrive à avoir une mesure de couple quelque part? Alors non, on a le couple, mais un peu plus on a la poussée. Et en fait, ce qu'on arrive à mesurer à travers ce capteur et sa précision optique, c'est en fait la compression de l'arbre. D'accord. La compression de l'arbre. Donc vous imaginez bien que la compression de l'arbre, on parle de quelques nanomètres. Donc en fait, en temps réel, votre navire navigue au gasoil, vous mettez les voiles et automatiquement, vous savez combien vous avez réduit. Alors, un tout petit peu plus technique, l'idée étant qu'effectivement, on fonctionne classiquement avec la propulsion classique. On utilise les hybridations véliques. Oui. Le capteur mesure en temps réel la réduction de la poussée. D'accord. En même temps que la puissance, en même temps que la vitesse. Ok. Évidemment, la vitesse doit être similaire. C'est facile de consommer moins si on va moins vite, clairement. Oui, évidemment, c'est à vitesse constante. Clairement. Donc l'idée étant, à vitesse constante, de mesurer la réduction de la poussée motrice, si vous voulez, moteur, grâce au gain de l'hybridation vélique. Cette hybridation vélique permettant derrière, effectivement, d'arriver avec l'innovation et les réductions de CO2 ambitieuses que porte l'IMO. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Antonio. Alors, là, on a parlé beaucoup gain d'énergie. L'innovation, c'est pas que la décarbonation, c'est aussi le traitement des déchets. Bonjour Jean-François. Alors en ce moment, on parle évidemment de décarbonation. Et on entend souvent sur les navires à passagers avec les ordures, les eaux grises, les eaux noires, les eaux mazouteuses. Il faut absolument les traiter. Alors, ton entreprise a créé un système assez disruptif. Jusqu'alors, on essayait d'enlever l'huile de l'eau. Et maintenant, vous enlevez l'eau de l'huile. Tu peux nous en dire plus ? Oui, bonjour à tous. Merci Émeric pour l'invitation. Donc l'innovation, c'est quelque chose d'assez rigolo. Je pense pas que les bonnes idées sortent tout de suite comme ça. Ce qu'il faut, c'est partir d'un problème et avoir suffisamment d'envie de changer les choses pour sortir une idée. C'est pas la peine d'imaginer de mettre un GPS sur un balai. Personne ne vous l'achètera, ça ne sert à rien. Par contre, alors en plus, le problème des eaux grises et surtout des eaux mazouteuses, c'est le problème qui va parler à tous les mécaniciens. Oui, alors effectivement, moi j'ai souffert dans ma chair d'installations que je trouvais d'une médiocrité absolue. Et comment je voyais des navires de plus en plus évoluer. Alors c'est vrai qu'on parle de décarbonation, c'est très important tous ces sujets-là, mais le sujet des eaux de cale, c'est ce qu'on appelle ce que j'ai l'habitude de dire un caillou dans la chaussure. Ça fait pas très mal, mais on y pense tout le temps. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. Et le grand problème de l'habitude, c'est qu'on ne change rien. On ne change rien, on ne réfléchit pas. Donc moi j'ai décidé de m'asseoir à un moment et de me dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Et je suis reparti de zéro. Donc plutôt que d'essayer de chercher à éliminer tous les polluants qui sont présents dans les eaux polluées, on va partir du système inverse. Et il y a un truc qu'on connaît très bien, c'est l'eau au sens H2O, la molécule. Elle s'évapore à 100 degrés à pression atmosphérique, tout le monde le sait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'une façon tout à fait banale et malgré ça, c'est disruptif et c'est innovant. On fait bouillir de l'eau et on la condense. C'est aussi vieux que le principe de la voile, sauf que c'est notre quotidien dans l'innovation. Donc prendre des vieilles idées ou des vieux principes mécaniques et l'adopter à une problématique, c'est à mon sens ce qui fait l'innovation. Alors, ça apporte un gain, évidemment. C'est certifié, Alors oui, on évolue dans un environnement certifié. Alors faire bouillir de l'eau, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça prend à peu près 150 kW. Pour 150 kW, c'est à peu près 600 litres de gasoil par jour pour faire bouillir de l'eau. Donc c'est complètement idiot. Donc ce qu'on fait, c'est on utilise l'eau de réfrigération des moteurs pour faire bouillir l'eau à environ 42 degrés avec 90% de vide. Donc c'est l'eau 12 BT et sous vide. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc fatalement, on peut dire qu'on améliore marginalement le rendement des moteurs, ce qui est quand même déjà
point plutôt bien. Moi, je trouve ça toujours un petit peu étonnant de jeter de l'eau chaude et de comment charger de l'eau froide pour la chauffer. Enfin, je pense qu'il y a des petites... Là encore, et c'est peut-être notre avenir, il y a des choses à réfléchir. Mais c'est vrai que l'innovation, encore une fois, l'innovation en sens général, enfin, il y en a plein à bord, parce qu'il y a plein de petits problèmes à bord, des petits problèmes. Et il faut qu'on soit nombreux à se présenter pour gérer, comme tu disais, les eaux grises. Enfin, vous passez une journée avec un mécanicien à bord, il va vous expliquer tous ces problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir, à mon avis. Oui, c'est vrai. Donc, ce que tu disais aussi, c'est que l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ah ben clairement. On parle de jumeaux numériques aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant. C'est vrai que, entre 2 embarquements et 2 chefs différents, vous allez voir, il y a des consommations qui sont assez importantes. Alors, il y a une part de risque à porter quand on fonctionne, quand on a 2 lampes de poche, et qu'on maintient les 2 allumées en se disant au cas où il y en aura toujours une qui marche. Moi, je préfère en allumer une et en garder une dans la poche en réserve. Et ça vous permet de faire des économies. Donc, le périmètre de l'innovation pour améliorer les navires, il est très très vaste et il faut tous qu'on s'y mette. Hein. C'est pas que des petites. Faut pas compter sur des entreprises comme ça qui sortent des idées du chapeau. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à nos problèmes et qu'on y trouve des solutions. Alors pour les autres cales, on a quand même aussi un problème de certification. Qu'en est-il pour Damsia? Alors nous, on a plein de certifications. On est certifié Marpol MEPC 10749, qui est la nouvelle réglementation internationale. Enfin nouvelle, elle est pas si neuve que ça. Et on a une certification BV 5 ppm, sachant que nous, on produit de l'eau qui est à peu près à 2 ppm. 2 ppm, c'est milligrammes par litre. Ça fait ce qui fait qu'on fait une eau qui est absolument cristalline. Mais l'avantage de notre solution, c'est que comme on ne s'intéresse pas trop aux polluants qu'il y a dans l'eau, puisque nous, c'est H2O qu'on cherche, on est déjà prêt pour tous les autres produits, méthanol, tout ce qu'on veut. Ce sont des produits hydrocarburés qui vont se dissoudre dans l'eau. Et là, le traitement mécanique ne fonctionnera pas. Donc, on est prêt pour 2025, 2030 et 2035. Et on verra. On a hâte d'essayer nos installations sur tous les navires modernes qui sont en projet aujourd'hui. Et ces eaux sont récupérées pour le nettoyage des ponts, pour... Oui, alors effectivement, c'est un intérêt. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on jette de l'eau propre et qu'on utilise un osmoseur pour fabriquer de l'eau pour laver le pont, alors qu'on a de l'eau réputée propre. Donc nous, c'est quelque chose qu'on travaille avec Louis Dreyfus Armateur, qui a été un de nos premiers partenaires. Et en fait, on recycle tout bêtement l'eau. Il n'y a aucune raison de jeter de l'eau distillée par-dessus bord, alors qu'on peut la réutiliser. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Ludovic, la marine marchande, au final, c'est une terre d'innovation infinie. Oui, j'ai commencé en parlant de passion qui anime les hommes et les femmes qui travaillent dans l'industrie maritime au sens large. Mais l'époque est passionnante et se veut passionnante. Les défis qu'on a à relever dans l'industrie collectivement, dans l'industrie maritime, notamment pour les émissions de CO2, mais pas que, pour la préservation de l'environnement, diminuer notre empreinte, sont passionnants tout simplement. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas une réponse, et vous voyez bien sur les différents stands du salon aujourd'hui, il n'y aura pas une réponse unique pour les navires. Ça va dépendre des types de navires, de l'emploi des navires, des zones géographiques. Et donc, et même à l'intérieur des navires même, on l'a vu avec mes 2 camarades ici, il y a des choses à faire encore à l'intérieur même des navires pour optimiser. Donc moi, j'ai un peu, pour conclure, un message à adresser aux jeunes, tout simplement, que vous soyez ingénieur, marin, donc dans les grandes écoles d'ingénieurs en France ou à l'étranger, ou à l'ENSEM à Marseille, au Havre, Saint-Malo ou Nantes, et ben, on a une vie, des années qui se profilent devant nous qui sont passionnantes. D'un point de vue technique, il va y avoir énormément d'innovations qui vont venir encore. Les nouveaux carburants, on en a parlé beaucoup, mais la façon dont on va les utiliser, les stocker, il y a énormément de recherches qui fourmillent, et on a la chance en France d'avoir un écosystème extrêmement riche, avec énormément d'intervenants, énormément d'idées qui fourmillent dans les différents laboratoires, qui, année après année, vont infuser et se diffuser dans l'industrie. Et on a aussi pour ça des systèmes de financement qui sont là. Il y a des fonds d'investissement, il y a l'État, il y a les collectivités, les régions qui sont là pour soutenir tous ces efforts d'investissement, et on ne pourrait pas le faire sans ces soutiens-là, quelque part. Sans oublier qu'on est évidemment en Europe aussi, et donc il y a aussi beaucoup de choses qui se partagent avec les partenaires européens dans les pays voisins. Voilà. Merci Ludovic. Simon, qu'est-ce que VPLP Design nous réserve pour l'avenir alors? Quel est le navire que vous allez nous concocter pour l'avenir? Ouais, alors je ne m'attendais pas à celle-là.
En fait, nous on travaille sur un certain nombre de projets. Ce dont effectivement on rêve et on a envie de continuer à pousser, ça reste des navires qui vont relativement vite, qui utilisent beaucoup de voiles le plus possible, qui sont routés de manière assez intelligente pour utiliser le potentiel du vent au maximum. Et qui derrière et à l'intérieur sont armés, équipés, maintenus, utilisés de manière sensible, avec une vraie réflexion sur la gestion de l'énergie à bord, sur le traitement des déchets à bord. Revenir un petit peu, alors désolé pour le jeu de mots, mais un peu les pieds sur terre sur la manière de concevoir, d'utiliser, d'exploiter les navires d'un point de vue impact, sobriété et performance au sens général, performance au sens énergétique de la propulsion, mais aussi énergie à bord. C'est ce qu'on pousse dans nos projets actuels ou futurs. Je pense notamment à Vela, sur lequel on est très, très concentré en ce moment, sur lequel on propose vraiment une innovation de rupture, là pour le coup, d'usage, où on va aller chercher un nouveau type de navire qui va être 100% vélique, rapide, non pas pour optimiser à la marge un taux de fret ou un prix au kilo du conteneur maritime, mais pour aller chercher, concurrencer directement du transport aérien, et bien de pouvoir dire que avec une solution maligne et une chaîne logistique complète d'un producteur à un consommateur, en fait, en étant plus proche avec des petits navires, on arrive à des temps de livraison door-to-door qui sont comparables à l'aérien, et avec un impact qui est 2 ordres de grandeur moindre. Là, il y a une innovation qui n'est pas forcément technologique, qui est plus d'usage et d'organisation, et pourtant elle est significative. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'essaimage et ce genre de projet dont nous, architectes navals, on est une petite brique avec une vision quand même assez globale qu'on veut continuer à proposer. Très bien, donc en fait, revoir avec un œil un petit peu différent la conception, et puis essayer d'aller chercher les petits pourcentages comme les 600 litres pour bouillir l'eau, et arriver à un modèle efficient. Exactement, et c'est là où je rejoins un petit peu Ludovic dans sa vision assez optimiste et assez excitante de l'avenir de ce point de vue-là, parce qu'on est en train et on est obligé, mais on casse un peu le cadre de ce dont on avait l'habitude de faire, et on doit se creuser la tête, et les marins doivent se creuser la tête, et les ingénieurs doivent se creuser la tête, et les armateurs doivent se creuser la tête, et ça c'est absolument passionnant pour tous. Ouais. Merci Simon. Alors Antonio, vos camarades sont prêts? Formidable. Et quels sont les prochains challenges pour vous? Les prochains challenges pour nous, c'est techniquement d'accompagner, si vous voulez, le mouvement général de décarbonation, d'avoir aujourd'hui un capteur qui permet d'aller mesurer la poussée, et du coup d'une manière disruptive de mesurer la non-poussée et le gain qu'on a à travers l'hybridation vélique des carènes, parce qu'on est enthousiaste à cette idée-là. L'étape d'après, c'est de se dire comment on accompagne une partie de la flotte sur laquelle aujourd'hui, d'un point de vue purement technique, la mesure de poussée commence à diffuser d'une part, et d'autre part, et je dirais aujourd'hui proposer sur les appareils de mesure, je parlerai de diamètre d'arbre, aujourd'hui autour de DN200. Donc voilà, sans parler de type de bateau, en disant... Donc navire à ligne d'arbre. Absolument, navire à ligne d'arbre, historiquement non hybridé véliquement, oui. Aujourd'hui, demain, après-demain, de plus en plus hybridé véliquement, et puis de se dire, ok, aujourd'hui, cette mesure-là qui a un sens... Donc on va accompagner les navires qui... et on descend en diamètre. Okay. L'idée étant de passer d'un DN200 aujourd'hui à un DN100. Les objectifs et la pensée disruptive de ça est ambitieuse. Très bien. Il y aurait la compression d'une ligne d'arbre de DN100, c'est... Voilà. Tous nos voeux de bonne réussite. On y travaille. Merci. Merci. Jean-François, tu vas pouvoir conclure. Lourde responsabilité.
Que dire nous, notre avenir, en tout cas, c'est de durer, parce qu'on est une petite start-up et finalement, le processus d'imagination, de création d'un produit, ça va assez vite. Mais comme on est là pour casser les habitudes, ça prend du temps. Il faut convaincre. Alors, on est content d'avoir des partenaires qui nous accompagnent, mais c'est très long, donc il faut pouvoir durer. Il y a des financements qui existent. On est un petit peu abandonné entre la phase d'innovation et la phase de création d'entreprises lourdes. Toute la phase de commercialisation est assez peu accompagnée en France, on va dire. Alors, on a des acteurs qui nous accompagnent dans des missions à l'étranger, ce genre de choses, mais en termes de financement, on est vraiment sur un cash burn important à ce moment-là, et c'est pas si facile que ça de survivre. Donc, pour conclure, je dirais, ne regardez pas l'innovation passer, mettez la main dessus. Peut-être qu'on sera pas là demain, donc ne regrettez pas demain des solutions que vous auriez pu acquérir aujourd'hui. Ce serait ma conclusion. Très belle conclusion. Merci énormément de nous avoir rejoints. Il nous reste une minute. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Bon, vous allez pouvoir profiter de discuter avec nos 4 intervenants dès maintenant en individuel. Merci beaucoup et à très bientôt.